Dimanche 19 juillet 2020, il est 13 h, vous êtes là où il faut. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Week-end difficile, week-end de larmes pour le président Alassane Ouattara. Après qu'il a souffert le martyre à Korogo où il enterrait son fils Amadogon Coulibaly, c'est à Kouto, dans la Bagoué, que le chef de l'État est allé pleurer la mort du géniteur d'un de ses collaborateurs, le ministre de la Construction, Bruno Nabagné-Koné. La Côte d'Ivoire en deuil, mais la Côte d'Ivoire au travail. Le pays vient d'élaborer avec l'appui du BIT son premier profil pays du travail décent, un document qui va permettre de suivre les progrès réalisés en matière de travail décent et de lutter par la même occasion contre le travail des enfants. Reportage à suivre dans une vingtaine de minutes. Le travail se poursuit, mais dans le respect des mesures barrières. Le coronavirus est encore bel et bien parmi nous. Hier samedi, le virus a tué 4 personnes et a infecté 216 autres, portant le nombre total de malades à 13 712 en Côte d'Ivoire et 91 décès à déplorer. Vous entendrez professeur Mamadou Samba, le directeur général de la santé. Depuis 1960, la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire assiste les communautés en vue de protéger la vie et la santé des populations vulnérables. Cela à travers des programmes qui contribuent à la résilience des communautés. Ces actions touchent plusieurs domaines, notamment le secours, le développement communautaire, l'éducation sanitaire, la sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène, à l'assainissement et bien d'autres encore. Aujourd'hui, nous allons tenter de connaître un peu mieux l'organisation. Pour cela, il nous a plu de faire appel à M. Nanan Kouadio Rigobert, le secrétaire général de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, qui va répondre à toutes nos questions ce dimanche. Bonjour, M. Kouadio. Bonjour, M. Diaby. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Je vous retrouve dans quelques 30 minutes. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Tout d'abord, en bref et en images, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier samedi. Le chef de l'État est rentré de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Korogo, où il a passé 48 heures à l'occasion des obsèques du Premier ministre Amadogon Coulibaly, son chef de gouvernement. Son fils, son jeune frère, son fidèle compagnon, dont la mort est pour lui une grosse épreuve. Après son séjour à Korogo, dans la région du Poro, le président de la République a fait un tour dans la Bagoué. Vous le voyez là en image, il a marqué sa première halte dans la ville de Boundiali, où il a été accueilli par les autorités préfectorales et Madame le maire, la ministre Mariatou Koné. Puis le chef de l'État a mis le cap sur Kouto, toujours dans la Bagoué. Kouto, où se déroulaient aussi d'autres obsèques, celle du père de Bruno Nabagné-Koné, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Le chef de l'État était accompagné de la première dame, Dominique Ouattara, de présidents d'institutions de la République et de plusieurs membres du gouvernement. Mahama Traoré. Kouto, localité Sénoufo, située à 42 km de Boundiali dans la région de la Bagoué. Ce samedi 18 juillet, la ville rend hommage au patriarche Do Lucien Koné, géniteur du ministre Bruno Nabagné-Koné, décédé le 9 juin dernier à l'âge de 90 ans. Les obsèques démarrées depuis le jeudi dernier ont été marquées ce samedi par la présence de couples présidentiels, à leur côté des présidents d'institutions et plusieurs membres du gouvernement, comme pour traduire la compassion de toute la nation au ministre de la Construction, à sa famille et à toute la ville de Kouto. Les mots pour le dire sont venus du ministre Sidiki Diakité. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, je suis donc au titre de la famille, pour prendre toute sa place aux côtés de la grande famille Koné, aux côtés de la chefferie traditionnelle, des cadres, du couple Koné-Bruno, prendre toute sa place dans ce deuil. Touché par cette marque de solidarité, Bruno Nabagné-Koné a traduit la reconnaissance de sa famille au chef de l'État et à toute sa délégation. Toutes les populations de la région, unanimement, toutes spontanément, se sont levées pour venir nous assister. Et, Monsieur le Président de la République, votre présence aujourd'hui suffit à l'honorer définitivement. Nous sommes touchés, toute la famille, très touchés, toute la population de Kouto de la Bagoué, très touchée par ce geste fort que nous n'oublierons jamais.
En pays sénoufo, le décès d'un patriarche est plutôt un moment de réjouissance. Les initiés ont donc sorti les masques. Avec eux, les danses du terroir comme le Yewarge ou le Soromourodjo, des sonorités traditionnelles qui ont quelque peu égayé le couple présidentiel. La mort ne surprend pas le sage, il est toujours prêt à partir. Amadou Gon Coulibaly est parti, mais il peut être fier d'avoir servi l'État et ses œuvres demeurent. Dans le sud Comoé, on savourera pendant longtemps encore ses réalisations, ses actions de développement dans la région. Aujourd'hui, les populations sur place prient pour le repos de l'âme du Premier ministre. Mamadou Kwasi. Des prières et invocations qui font suite à une lecture intégrale du Saint-Coran. Musulmans, chrétiens et chefferies traditionnelles du Sud Comoé prient ensemble pour le repos de l'âme de feu Amadou Gon Coulibaly. Bassam ne t'oubliera jamais, monsieur AGC. Vraiment que la tête soit légère. Cette initiative des cadres est soutenue par l'ensemble des différentes couches du Sud Comoé en général et de la ville de Grand Bassam en particulier. Tous se souviennent des actions réalisées par l'ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire pour leur région. Vraiment, avec Amadou Gon, vraiment, c'était, comme on le dit, le Père Noël du Sud Comoé, parce que vraiment, il y a eu beaucoup d'actions que Amadou Gon a posées à l'égard du Sud Comoé. Et on a vu les inondations de Bassam. Amadou Gon n'est pas resté sans réagir au nom du Sud Comoé. On a vu la période de fin d'année, Amadou Gon a encore réagi. Et donc, vraiment, avec Amadou Gon, on était bien parti et dommage que Dieu l'a appelé. Une très grande perte pour la nation ivoirienne et une grande perte pour la région du Sud Comoé et une grande perte pour la ville de Grand Bassam. Je demande au Seigneur Tout-Puissant de consoler notre chef d'État, le président Alassane Ouattara et tous les membres de ce gouvernement. Les cadres souhaitent que le pacte tissé avec Amadou Gon Coulibaly demeure à jamais pour le développement de leur région. Mais déjà, il faut poursuivre son œuvre. Et c'est pourquoi nous devons sécher nos larmes, regarder à l'avant, voir comment nous pouvons chacun à son niveau apporter son appui au pays de par la paix, parce que la paix est essentielle à tout développement. Un livre de condoléances a été ouvert et cette prière constitue le début d'une série d'activités ponctuées de prières et de bénédictions pour le repos de l'âme de feu Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre nous a donc devancés dans l'au-delà. Nous l'y rejoindrons certainement, mais d'ici là, c'est un coup dur pour sa famille biologique, un coup dur pour sa famille politique, pour la Côte d'Ivoire entière. L'affliction est à son summum, un peu comme l'on peut se sentir quand le dernier train de l'espoir s'en va sans toi. Koumassi pleure, un homme de grande valeur. Koumassi pleure Amadou Gon Coulibaly. Les populations de cette commune du sud d'Abidjan, dans toutes leurs composantes, font une procession dans la rue de la commune. Tous se souviennent de l'appui d'Amadou Gon Coulibaly dans la réalisation du projet Koumassi autrement. À Koumassi ici, AJC a permis à beaucoup de jeunes d'avoir du travail. Sa mort est une grande perte pour nous les jeunes de Koumassi. Adieu AJC. Très rigoureux au travail et qui inspirait la jeunesse ivoirienne. Donc vraiment sa mort, vraiment, ça nous fait très mal. Mais comme notre maire vient de le dire, la mort aussi est un rappel. Du boulevard du Gabon, en passant par le boulevard du 7 décembre, les populations ont marché jusqu'à la place de l'Espérance de Koumassi. Occasion pour les guides religieux d'invoquer Allah avec les populations pour le repos éternel de l'âme d'Amadou Gon Coulibaly. Représentant le maire de Koumassi, Guiré Ouattara a salué la mobilisation des populations. Vraiment, c'est une épreuve difficile. Le maire demande à monsieur le président de la République, avec la communauté de Koumassi, la population, de supporter cette épreuve qui est difficile. On demande à Dieu de lui pardonner ses fautes et qu'il sache que nous allons continuer le combat derrière lui. La Côte d'Ivoire va émerger comme il a toujours voulu. Cette procession suivie de dépôt de gerbes de fleurs constitue l'une des activités prévues par l'équipe municipale de Koumassi, dirigée par le maire Ibrahima Cissé Bakongo, pour rendre hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly décédé, c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire. C'est un travailleur acharné, infatigable qui vient ainsi de quitter la terre des hommes. Les hommages à ce grand commis de l'État se poursuivent non seulement dans son pays, mais aussi aux quatre coins du monde. Je vous amène tout de suite au Cameroun pour suivre la cérémonie d'hommage à notre Premier ministre.
La communauté ivoirienne au Cameroun pleure son premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les valeurs qu'il incarnait sont encore bien vivaces dans les esprits. Cette disparition subite évoque pour nous des valeurs cardinales qui ont été longtemps rappelées, notamment le travail, la rigueur. Il fait tellement l'unanimité que je ne vais rien inventer. C'était un travailleur. Jour douloureux pour le peuple ivoirien et même au-delà. Pays hôtes et nations amies expriment leur compassion et leur soutien. Cette perte n'est pas seulement que pour la Côte d'Ivoire. C'est un digne fils d'Afrique et c'est toute l'Afrique qui est en train de montrer sa compassion. Et comme vous le savez, la Côte d'Ivoire et le Cameroun ont de longues relations d'amitié et de coopération à la dimension de l'amitié et de la haute estime que nos deux chefs d'État, le président Biya et le président Ouattara, partagent ensemble. Très triste au niveau personnel parce que je connais Monsieur le Premier ministre, le défunt, et aussi au nom de nous tous en Israël. On est triste, on partage la douleur du peuple ami ivoirien. Élan de soutien jugé réconfortant par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire près la République du Cameroun. Nous avons trouvé le soutien d'un peuple frère et nous voudrions saisir cette opportunité pour dire merci au président de la République du Cameroun, au peuple, pour tous les mots de soutien et d'encouragement exprimés. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, décédé le 8 juillet dernier et inhumé le vendredi 17 juillet à Korogo, sa ville natale. Les différentes communautés religieuses ivoiriennes et camerounaises n'ont pas manqué à cette cérémonie hommage de porter des prières au Créateur pour le repos de son âme. C'était un reportage de Franck Quadio. Au Canada également, on a rendu hommage à Amadou Gon Coulibaly. À Ottawa, l'ambassade de Côte d'Ivoire a salué la mémoire du Premier ministre et de l'homme d'État, Cheikh Koné Aboubakar. Aux quatre coins du monde, les hommages au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se poursuivent. Les larmes des Ivoiriens de toutes les diasporas confondues, et même des non-Ivoiriens, peinent à sécher. La perte brutale du défunt chef du gouvernement suscite encore émotion et douleur. Ce 16 juillet à Ottawa, au Canada, c'était au tour des membres de la mission diplomatique ivoirienne de rendre hommage au lion. Gerbe de fleurs en main, l'ambassadeur Philibert Vanidi a rendu un dernier hommage au fils du Poro. Il lui a reconnu ses qualités de négociateur, d'homme de dossier, d'ardent défendeur du travail bien fait et d'artisan infatigable du redressement économique de la Côte d'Ivoire. La mort est inévitable car personne ne sort de la vie vivant. Elle doit donc nous interpeller en nous incitant à plus d'humilité. S'est exprimé Philibert Vanidi. Amadou Gon Coulibaly repose depuis le 17 juillet 2020 à Korogo. Voilà pour le chapitre obsèques du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Que son âme repose en paix et tâchons tous de garder la joie de la vie car ce serait dommage de mourir de mauvaise humeur. La pluie a tué cette année encore. Elle a également causé d'énormes dégâts matériels. Il est temps de trouver des solutions à la situation pour que demain ne ressemble pas à aujourd'hui. Anno Lotto est à la tâche. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a eu une séance de travail cette semaine avec les différents opérateurs techniques engagés sur les travaux de drainage, de curage et de redressage de plusieurs quartiers d'Abidjan. On retrouve Franck Quadio. À chaque année et à chaque grande saison des pluies, son lot de dégâts et de désillusions. Après le lancement des travaux d'aménagement du bassin versant du Gourou dans sa deuxième phase de gestion intégrée, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité Anne-Désirée Ouloto rencontre les entreprises de construction des ouvrages d'assainissement. Aujourd'hui, tous les responsables chargés de ces ouvrages d'assainissement se sont retrouvés autour d'une table pendant 3 heures de temps pour passer en revue toutes les difficultés que nous connaissons en la matière. Nous avons certes parlé des questions d'incivilité, d'indiscipline de nos concitoyens, mais nous avons également des difficultés dues aux procédures administratives, quelquefois à la cohérence même des initiatives avec
plusieurs ministères qui peuvent intervenir. Donc je comprends que bien souvent, il faut donc qu'on réussisse à avoir l'accord de tous les acteurs. Malheureusement, quelquefois, la saison des pluies n'attend pas que nous puissions nous accorder sur telle ou telle chose. Rue ministre, Alabra, Canal du Golfe, Bonhomme, Dokui Ouest, Koumassi et Port-Boué, entre autres points critiques et des installations d'assainissement à parfaire. La ministre a fait le tour de la question avec les entrepreneurs. C'était une phase extrêmement importante de la mise en œuvre du schéma directeur du Grand Abidjan, avec des ouvrages de plus grande envergure. Mais alors, il va falloir prendre des décisions importantes pour trouver des espaces à ces ouvrages. Et c'est à ce niveau que nous avons les plus gros problèmes, des bâtis sur des sites identifiés, sur des sites adaptés, des sites qui doivent accueillir ces ouvrages. Et nous sommes malheureusement freinés par ces bâtis qui existent et par malheureusement des populations qui refusent de s'en aller, n'est-ce pas, au profit de l'intérêt de tous. Un constat et un engagement pour de meilleures perspectives. Après les diligences qui ont été arrêtées de commun accord aujourd'hui, avoir dans les jours à venir d'importantes rencontres avec les ministères concernés, le ministère de la Construction notamment, avec qui nous allons affiner nos approches, finaliser les initiatives que nous aurons à prendre également avec le ministère de l'Équipement. Et ensuite, nous irons rencontrer les personnes qui habitent ces zones-là. Parce qu'ensemble, nous devons prendre nos responsabilités. Malheureusement, ce ne sera pas sans difficulté, assumer ses responsabilités pour que le gouvernement puisse aider les populations à ne plus vivre ces cauchemars pendant la saison des pluies. Sensibiliser donc, mais aussi faire preuve de fermeté. Les récentes pluies ont causé des dégâts matériels, mais aussi des pertes en vie humaine. Et puis, je vous le disais en titre, pour suivre les progrès réalisés en matière de travail décent, la Côte d'Ivoire a élaboré, avec l'appui du BIT, le Bureau ivoirien du travail, son premier profil pays du travail décent. C'est un document dont l'objectif est de lutter efficacement contre la pauvreté. Les précisions de Issa Chonayo. Le travail décent, c'est la possibilité pour tout travailleur d'exercer un emploi productif et convenablement rémunéré, assorti des conditions de sécurité sur le lieu de travail et d'une protection sociale pour sa famille. Un document profil pays du travail décent couvrant la période 2004-2014 a été élaboré par la Direction générale de l'emploi. Ce, grâce à l'appui technique et financier du Bureau ivoirien du travail, BIT. Ce premier document du genre pour le pays vise à réduire la pauvreté. Aujourd'hui, en raison des évolutions et changements intervenus au niveau de ces indicateurs, il est apparu nécessaire de procéder à une actualisation de notre profil pays. C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente réunion de restitution de ce rapport actualisé qui a couvert, faut-il le rappeler, la période 2014 à 2019. Le travail décent est un facteur clé pour réduire la pauvreté. L'Organisation internationale du travail a élaboré un agenda de travail décent qui repose sur la création d'emplois, les droits au travail, la protection sociale et le dialogue social. Ces 4 piliers de l'agenda du travail décent sont devenus en 2015 également un élément central du programme de développement durable pour 2030. Il est donc important de faire le suivi et d'évaluer les progrès accomplis par la voie du travail décent à l'échelle nationale. Le représentant du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale salue l'élaboration d'un tel document. Cet outil va nous donner davantage d'arguments pour dire oui, inscrivez à l'ordre du jour le programme Pays Travail Décent parce que ce document reflète en quelque sorte les initiatives que nous prenons pour le bien-être des populations. Nous avons dans la PNE, la Politique nationale de l'emploi, un axe sur les conditions de vie et de travail des travailleurs. Et donc, cet outil-là nous permettra d'évaluer cet axe de la PNE. 11 chapitres, 88 indicateurs du travail décent, 7 indicateurs statistiques et 21 indicateurs juridiques sont contenus dans ce document de promotion du travail décent. Donner son sens et sauver des vies. Les membres de l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ont décidé de sauver des vies. Ils ont participé cette semaine à une opération de don de sang. Le témoignage d'Éric Gorebi. L'ASCAD est en phase avec la banque de sang,
Une façon pour cette institution de la République d'épargner des vies. L'ASCAD est constituée de personnes très âgées. Mais il y a un acte citoyen à poser chaque fois que des problèmes se posent dans un pays, que ce soit des plus jeunes aux plus âgés et même aux vieillards. Chacun doit faire don de soi. Et c'est cela que nous voulons faire comprendre aux Ivoiriens. L'ASCAD veut participer à ce geste citoyen, à ce geste de solidarité nationale. C'est le ministère près du président de la République, chargé des institutions, qui a initié cette campagne de don de sang. Un mot de remerciement de la part de M. le ministre à l'endroit de tous les présidents d'institutions qui ont déjà organisé leur opération de don de sang et tout leur personnel. Et les autres institutions leur disent que les programmes sont en train d'être faits pour qu'à leur tour aussi, leur personnel et tous ceux qui animent ces institutions-là puissent participer à cette opération citoyenne. La caravane don de sang des institutions de la République a déjà visité 7 institutions. On ne le répétera jamais assez. Sauvons des vies, donnons notre sang. Au Mali, la mission de la CEDEAO a décidé de prolonger de 24 heures son séjour sur place. Les tractations se poursuivent malgré le rejet par l'opposition malienne de ces propositions, comme le maintien du président Ibrahim Boubacar Keïta, la formation d'un gouvernement d'union nationale et le règlement du contentieux électoral. Des rencontres officielles et discrètes ont encore eu lieu hier, samedi 18 juillet. Du côté de Bangkok, des milliers de manifestants se sont rassemblés hier autour du monument à la démocratie pour demander le départ du gouvernement. Jusqu'à la tombée de la nuit, ces manifestants, en majorité des moins de 30 ans, ont scandé leurs revendications et exigé le retrait du gouvernement issu de l'armée. Ils veulent des réformes démocratiques, notamment un changement de constitution. Le gouvernement thaïlandais a de plus en plus de mal à contenir la colère du peuple alors qu'il a réussi à bien contenir l'épidémie de Covid-19. Voilà qui nous amène au chapitre coronavirus. La crise sanitaire suscite de l'inquiétude, mais surtout de l'espoir face à une pandémie qui ne montre aucun signe de faiblesse. Le coronavirus en Côte d'Ivoire, c'est 13 712 malades à ce jour et 91 décès. Ces dernières 24 heures, on a enregistré 216 nouveaux cas de contamination et 4 morts supplémentaires. Professeur Mamadou Samba, le directeur général de la santé, revient sur les gestes barrières à observer. On l'écoute. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 18 juillet 2020, 216 nouveaux cas de Covid-19 sur 1237 échantillons prélevés, soit 17,5% de cas positifs. 393 guéris et 4 décès. Nous avons déploré 4 décès. Il s'agit de 3 patients décédés dans les établissements sanitaires publics. Ils étaient âgés respectivement de 80 ans, décédé le 15 juillet, de 50 ans, décédé le 17 juillet, et de 67 ans, décédé ce jour. Le quatrième patient était âgé de 72 ans, décédé le 17 juillet dans un établissement sanitaire privé. À la date du 18 juillet 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 13 912 cas confirmés, dont 8 000 personnes guéries, 91 décès et 5 821 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 82 616. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la maladie est présente sur notre sol et continue sa progression au sein des populations. Il en appelle à la discipline et à la responsabilité de tous et de chacun dans cette lutte, car nous pouvons tous être contaminés. 13 712 malades liés au coronavirus et 91 morts en Côte d'Ivoire. Les chiffres sont alarmants. Si nous avons cessé de nous laver les mains, il nous faut reprendre ce geste le plus régulièrement possible. C'est basique
et simple. Et puis, sortons toujours avec un masque de protection et maintenant la distance entre nous et les autres. Tout le monde s'en portera mieux. Notre discipline nous aidera à vaincre le virus. Allons-y au point de presse du gouvernement. Les guides religieux contribuent à la sensibilisation des populations pour freiner le coronavirus. À ce 117e point presse quotidien, le révérend Ayetouali fait le point des actions menées dans les églises évangéliques pour faire face à la propagation de la maladie. Nous avons donc arrêté les mesures suivantes qui sont recommandées. Nous veillons à leur application dans nos communautés. Le port obligatoire du masque, le lavage obligatoire des mains, veiller à ne jamais excéder le nombre de personnes autorisées lors de nos rassemblements. Que le Covid-19 n'entre pas dans l'église par toi. Que le Covid-19 n'entre pas dans ton quartier ou dans ton village par toi. Dieu souhaite que, en tant que croyant, tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards et que tu protèges les autres en te protégeant. Dieu nous veut en bonne santé et ne soyons pas des vecteurs de transmission de la pandémie. Les propos du guide religieux sont soutenus par Dr Edith Kwasi. La conseillère du ministre de la Santé appelle à la responsabilité de tous. Le ministre de la Santé et du Jeune Public, le Dr Eugène Akawele, sollicite notre engagement et notre soutien pour le succès de la riposte à la COVID-19 dans notre pays. L'accompagnement des guides religieux que vous êtes, révérend pasteur, dans cette aventure est appréciable. Et vos messages, vos propos de tout à l'heure nous rassurent. Être croyant seul ne suffit pas à nous éviter la maladie. Il faut être prudent et sage. Au plan de la sécurité, la détermination des forces de l'ordre est toujours la même. Faire respecter les décisions sécuritaires en vigueur. Les forces de défense et de sécurité procèdent quotidiennement au contrôle du suivi de la réglementation susvisée qui donne dans la journée d'hier le point suivant dans les districts de police d'Abidjan, de Dabou et d'Adzopé. Véhicules contrôlés, 2935. Véhicules mis en fourrière, 20. Masques distribués. La Côte d'Ivoire compte plus de 13 000 personnes atteintes de Covid-19. La pandémie continue de secouer le monde. Aucun vaccin ou traitement spécifique n'est encore disponible à ce jour. Et c'est la transition parfaite pour passer au magazine du dimanche. Notre invité nous a rejoint. Je vous l'ai dit, Dr Nanan Kouadio est le secrétaire général de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, la Croix-Rouge qui mène de nombreuses actions dans la lutte contre le coronavirus. Dr Nanan Kouadio, merci d'être venu. On va d'abord suivre cet élément vidéo, puis on revient pour notre échange. Plus de 13 000 personnes sont touchées à ce jour par la pandémie de la Covid-19 en Côte d'Ivoire. Selon les chiffres officiel du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Avec la mise en place de son plan de riposte sanitaire, l'État de Côte d'Ivoire sensibilise les couches de la population sur les mesures préventives. Auxiliaires des pouvoirs publics, des ONG, à l'exemple de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire, s'engagent aux côtés du gouvernement. 1000 volontaires issus de 85 branches locales sont actifs dans la lutte contre la Covid-19. Principal message véhiculé aux communautés, le respect des gestes barrières est dicté par le gouvernement. L'adoption de ces mesures anti-Covid demeure à ce jour, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, la seule issue pour stopper la propagation de la maladie. Face à la menace de la maladie à coronavirus, la mobilisation des communautés doit être un outil de riposte indispensable contre la pandémie. Ce défi reste à relever. Merci à vous, Jean-Marc Djadji. Docteur Nanan Kouadio, présentez-nous déjà la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Merci, M. Diaby. Avant tout propos, je tiens, au nom de M. le Président national de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, Dr Dalliance Bruno, remercier la RTI pour l'occasion qu'elle nous donne de pouvoir exposer nos activités classiques et également nos activités dans le cadre de la lutte contre la pandémie à Covid-19. Je rappelle que vous en êtes le secrétaire général. Je suis le secrétaire général. Merci. La Croix-Rouge, qu'est-ce que c'est? La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire est une organisation née en 1960. Elle intervient en tant que société de secours volontaire, autonome, auxiliaire des pouvoirs publics, dans le domaine, bien sûr, de l'humanitaire. Elle a pour mandat
de préserver la dignité humaine. Et comment ça se passe quand il y a sinistre quelque part? On vous voit souvent sur le terrain. Hein. Quand il y a sinistre, comment ça marche? On peut vous appeler aussi comme on appelle les sapeurs-pompiers ou la police? Comment ça fonctionne? L'avantage, la qualité que la Croix-Rouge Côte d'Ivoire a, est que nous sommes présents dans la communauté. Nous vivons au sein de la communauté à travers nos volontaires. D'accord. On n'a même pas besoin d'être appelés, puisque nos volontaires vivent dans la communauté, assistent à tout ce qui nécessite une intervention de la Croix-Rouge. On parle de Croix-Rouge, on parle de Croissant-Rouge. C'est quoi la nuance? Le Croissant-Rouge est lié au pays à connotation musulmane. Le Croissant-Rouge. La Croix-Rouge, on parle de Croix-Rouge lorsqu'il s'agit des populations des pays laïques. Le croissant est beaucoup plus accepté dans les pays musulmans que la croix qui fait référence à la laïcité des pays. D'accord. Donc, Croix-Rouge, croix pour les pays laïques ou chrétiens et croissant pour les pays musulmans. D'accord. On parle de Fédération de la Croix-Rouge, Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge. Je suppose que c'est la fêtière. Mais on entend également Comité international de la Croix-Rouge. Comme vous l'avez si bien dit, la fédération regroupe toutes les Croix-Rouges de tous les pays. Le CICR aussi regroupe toutes les Croix-Rouges de tous les pays. Mais la différence, c'est dans leur action, dans leur mandat. La fédération intervient lors des catastrophes naturelles. Et le CICR intervient beaucoup plus lors des conflits, lors des troubles, des conflits armés. Et quelles sont les missions de votre organisation au final? Quelles sont les missions de la Croix-Rouge? Les missions de la Croix-Rouge sont très simples. Nous privilégions la santé, la souffrance humaine. Nous protégeons la vie et la santé. Nous faisons aussi la promotion de la dignité de la personne. Et qu'est-ce que je dois entendre par dignité humaine? Quand vous dites dignité, vous parlez de quoi? Les mutilations génitales, les violences basées sur le genre peuvent être contenues dans ces termes? Bien sûr, M. Diaby, mais il n'y a pas que ça. La dignité humaine, vous savez, la Croix-Rouge est née sur un champ de bataille. En 1863. En 1863. Oui. La dignité humaine consiste également à traiter les blessés de guerre qui sont abandonnés. La dignité humaine consiste à donner les moyens d'existence à tout citoyen pour pouvoir subvenir convenablement à ses besoins. Et vous traitez également les discriminations de tout genre? Bien sûr, nous faisons la promotion de la discrimination, de la diversité en tout genre, de la protection des plus vulnérables. Il faut dire que votre existence vient du droit international humain? Oui. Et vos domaines d'intervention? Nous avons plusieurs domaines d'intervention. Je citerai principalement le secours et la gestion des catastrophes. L'assistance? L'assistance. La promotion de la paix aussi? La promotion de la paix. La promotion de la cohésion sociale. Et on peut y ajouter la santé communautaire? Bien sûr. Tout à fait. Et quelles sont vos réalisations ici, en Côte d'Ivoire? Vos réalisations, je suppose que vous êtes en Côte d'Ivoire depuis quoi? Près d'une soixantaine d'années. Vous êtes né en Côte d'Ivoire en 1960. Ça fait 60 ans. Qu'est-ce que la Croix-Rouge a déjà mis sur pied ici en Côte d'Ivoire? La Croix-Rouge Côte d'Ivoire excelle dans le domaine du secours, dans le domaine du développement. Nous avons des programmes de développement. Nous construisons des centres de santé. Nous construisons
des puits, des forages. Nous faisons la promotion de tout ce qui améliore l'existence de la personne humaine. Sans oublier nos activités classiques, qui est d'apporter assistance, secours en cas de catastrophe. Ce qui m'amène à vous demander comment vous fonctionnez, comment vous assurez votre fonctionnement, d'où vous tirez vos ressources à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est une société à but non lucratif. Mais qui ne cherche pas à faire de profit. Bien sûr, bien sûr. D'où vous tirez vos ressources? Nous avons des partenaires. Et le premier partenaire, c'est bien sûr l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons aussi des partenaires du mouvement. L'État de Côte d'Ivoire vous subventionne, c'est ça? L'État de Côte d'Ivoire nous octroie une subvention qui nous permet de mener nos activités auprès de la population. Nous avons aussi le CICR, la fédération. Nous avons les Croix-Rouges sœurs des autres pays, en l'occurrence les pays les plus développés. Nous avons aussi les entreprises privées et même des individus, des citoyens ordinaires. Et les Croix-Rouges des pays les plus développés, les Croix-Rouges européennes qui vous viennent en aide, semblent donc mieux structurées, plus riches. Comment ça se fait? C'est de la discrimination ou alors c'est normal? Ce n'est pas de la discrimination. Je pense que, évidemment, une Croix-Rouge qui est dans un pays développé, évidemment, vous comprenez qu'ils auront plus de moyens que les Croix qui sont dans les pays en voie de développement. C'est ce qui les rend plus efficaces que votre Croix-Rouge ici en Côte d'Ivoire? Évidemment. Mais nous ne restons pas à ce niveau. Nous menons toutes les activités avec le soutien de ces Croix-Rouges à atteindre leur niveau. Vous avez parlé de respect de la dignité humaine. Ça me fait penser tout de suite à ce qui se passe dans nos prisons. Nos prisons qui sont bondées, les prisonniers ont des droits. Qu'est-ce que vous faites au niveau de la Croix-Rouge? La Croix-Rouge, comme je l'ai dit, est née des différentes conventions des droits internationaux humains. Nous assistons toute personne en détresse, sans oublier les prisonniers. Nous faisons des visites dans les prisons. Nous offrons du matériel aux prisonniers pour améliorer leur état. Leur état, d'accord. Mais l'un de leurs droits également, c'est de vivre dans des conditions normales, des conditions décentes. Et nos prisons sont bondées, c'est ce que je dis. Qu'est-ce que vous faites pour que ce soit un peu désengorgé? Ou vous n'avez pas de moyens de réussir cela? Si, cette tâche est essentiellement confiée au CICR, qui est mieux outillé à gérer, à amener les autorités à améliorer les prisonniers, l'état des prisonniers dans les prisons. Mais ça peut se comprendre, non, si vous n'arrivez pas à gérer certains combats, vu que vous êtes tributaire des dons de l'État? Nous ne sommes pas à 100% tributaires des dons de l'État. L'État fait partie de ceux qui contribuent. Évidemment, évidemment. D'accord. Et puis chez vous, on parle de bénévoles, de volontaires. Comment? Pourquoi? Plus que de salariés, on ne parle pas de salariés véritablement au niveau de la Croix-Rouge. Si, nous parlons plus des volontaires parce que c'est ceux-là qui sont sur le terrain. Effectivement, il y a deux types d'agents, de personnel. Il y a le personnel salarié et il y a les volontaires qui travaillent de façon bénévole pour la Croix-Rouge. Et c'est ceux-là qui sont sur le terrain, aux côtés des populations nécessiteuses. Et qui n'ont pas de rémunération. Ils n'ont pas de rémunération, mais ils ont besoin que leur transport soit payé. Oui, pour se rendre sur le terrain. Il y a quelque chose pour pouvoir dénier contre la faim. D'accord. Et ces bénévoles, ces volontaires, ils sont pris en charge parce qu'eux aussi vont sur le terrain. C'est un risque pour eux. Est-ce qu'ils sont couverts par une quelconque assurance? Bien sûr. Ces volontaires mènent des activités à risque. Ils sont couverts par une assurance au niveau de la fédération. Et cette assurance prend en charge
toutes les blessures, tous les risques corporels et autres qui pourraient survenir au cours de leur intervention. Comment on devient volontaire Croix-Rouge? Toute personne peut devenir volontaire. Il suffit seulement de se rendre dans l'une de nos branches et remplir les formalités qui sont très légères pour pouvoir être volontaire. Toute personne, toute catégorie. Nous sommes en pleine crise sanitaire, la pandémie de Covid-19. Quel rôle joue la Croix-Rouge dans cette lutte contre le coronavirus? Depuis cette pandémie, l'État mène des actions pour freiner cette pandémie. Je sais que vous êtes membre de la coordination nationale de riposte contre la pandémie. Bien sûr. Étant membre de cette coordination, nous avons la charge de mener des activités de sensibilisation au sein des communautés. Donc vos actions, c'est principalement la sensibilisation? Principalement la sensibilisation, mais nous faisons aussi la distribution de tout équipement, de tout le matériel pour lutter, freiner cette pandémie. Et qu'est-ce qu'on entend par résilience communautaire? Vous travaillez principalement également au sein des communautés. Résilience, c'est peut-être le sursaut. Résilience, c'est le fait de rebondir. Résilience communautaire, de quoi on parle? La résilience communautaire, c'est la capacité d'une communauté à faire face à des situations brusques liées, comme la survenue de la pandémie, effectivement, liées à des catastrophes, des événements sociaux, des événements qui impactent la vie de la communauté. Avec ces capacités, les communautés ont la possibilité de faire face, de trouver les moyens internes comme externes pour pouvoir faire face à ces événements brusques. Et aujourd'hui, après quelques mois de sensibilisation, après quelques mois d'action au sein de nos communautés, vous pensez que ces communautés-là tendent à la résilience? Vous pensez qu'elles sont aujourd'hui capables d'affronter le virus, la maladie? Bien sûr, bien sûr. La population a adopté un changement. Nous avons remarqué un changement au sein de la communauté. Juste un événement qui nous a marqué lorsque nous faisons l'évaluation de nos activités. Nous sommes rendus dans des villages où des villageois ont eux-mêmes fabriqué leur dispositif de lavage de mains. C'est très important. Il y a des personnes qui utilisent de la cendre pour se laver les mains. Pour laver les mains. Et c'est efficace? Et c'est efficace. C'est efficace? C'est efficace. D'accord. Donc le changement au sein de la communauté est visible, même si certaines mesures ne sont pas encore respectées à 100%. Et vous continuez donc à la sensibilisation? Bien sûr, bien sûr. Et quels ont été les impacts sur la communauté? Ils sont en train de se relever. Qu'est-ce qu'on peut retenir des actions de la Croix-Rouge au sein des communautés? Pour terminer. Les actions sont les évidentes. mêmes. Sensibilisation. La sensibilisation a amené la population à comprendre ce que c'est que la maladie, à comprendre le pourquoi des gestes barrières conseillés. D'accord. Et puis, entre vous, il y a une différence entre vous et les autres clubs services? Ça, c'est ma toute dernière question, en 20 secondes. Oui, nous ne sommes pas un club service, nous sommes une organisation de secours volontaire. La force de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire est que nous sommes au sein de la communauté, nous habitons au sein de la communauté et nous agissons pour réduire les risques liés aux catastrophes. Nous agissons également pour le développement des communautés.
Comme certains clubs services également. Et vos 7 principes fondamentaux restent l'humanité, l'impartialité, la neutralité, l'indépendance, le volontariat, l'unité et l'universalité. Merci, docteur. Merci, Monsieur Nanon Kouadio, secrétaire général de la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Je rappelle que vous êtes venu nous parler de votre organisation et de ce que vous faites dans la lutte contre la pandémie de coronavirus et de bien d'autres choses encore. Merci d'être venu nous voir et bon retour chez vous. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Ce journal s'arrête ici. Vous pourrez le revoir sur RTI Mobile et sur les www.rti.ci. Bon dimanche chez vous et continuons de nous protéger contre le coronavirus.